bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire Extra et dans la série Aux portes du Nouveau Monde, puisqu'aujourd'hui nous allons à la rencontre de Dorothée Béthune qui travaille à l'espace santé globale à Angers-Lac-de-Maine et qui est consultante en périnatalité, qui travaille aussi avec les réflexes archaïques. Donc on va découvrir son parcours, sa réorientation à un moment donné de sa vie et ses pratiques qui sont des pratiques émergentes, innovantes et complémentaires. Bonjour Dorothée. Bonjour Gwenaëlle, merci de ton invitation et merci de cette interview et bienvenue dans ce qui me sert de cabinet à l'heure actuelle pour la rencontre avec les différentes personnes, que ce soit du bébé jusqu'à autant de personnes qui veulent venir. En tout cas pour les réflexes archaïques, je peux recevoir autant de personnes, que ce soit du tout petit jusqu'à la personne vieillissante. D'accord, d'ailleurs ça va être intéressant de comprendre ce que c'est et l'apport que ça peut apporter. Et quel a été ton parcours qui t'a fait arriver à ces pratiques-là ? Alors mon parcours, c'est plutôt la rentrée dans la maternité en fait, qui a fait que tout a explosé en moi et en fait j'avais déjà une fibre de pouvoir travailler dans le secteur de la maternité. J'avais passé mon concours de sage-femme quand j'étais au lycée et en fait j'ai pas réussi le concours, j'ai fait une première année de médecine et en fait mon parcours a fait que finalement je me suis retrouvée en tant qu'infirmière et je me suis dit une infirmière peut travailler dans tout secteur et je me suis engouffrée dans le métier d'infirmière. Sauf que après une expérience en réanimation, une expérience en cardiologie, en fait quand j'ai été moi-même maman, en fait il y a quand même beaucoup de choses qui me titillaient dans le sens où comment ça se fait que les bases de l'humain en fait sur la maternité, sur l'allaitement, sur ce qui devrait normalement être naturel, pourquoi en fait à l'heure actuelle il y a aussi peu de connaissances et pourquoi les professionnels même ne sont pas formés sur ces bases-là en fait dans leur domaine. Donc du coup je me suis lancée là-dedans parce que justement il manquait d'informations au moment où moi j'avais je m'étais engouffrée dedans et quand j'ai eu mon deuxième enfant j'ai dit non, je peux pas rester comme ça sans rien faire en fait. Donc du coup je me suis informée, voilà. Ah oui, c'est passionnant parce que du coup c'est venu d'un manque que tu avais déjà peut-être constaté avant. Ouais. Et quand toi-même tu as été maman ou enceinte, là tu as vraiment vu ce qui te manquait, les bases. Et est-ce que tu peux nous détailler justement ce que à ce moment-là te manquait, là où tu trouvais des failles? Je suis d'une nature très cartésienne. J'ai vécu avec des gens qui sont vraiment très terre à terre. Et finalement, en fait, c'est toujours des terre à terre, mais toujours avec des petites phrases. Oui, mais tu devrais faire ci comme ça. Et puis, non, je te conseille pas de faire ça, etc. Mais sans avoir d'apport concret, en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec l'allaitement, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment que des phrases toutes faites, sans avoir véritablement de fond scientifique qui était vraiment prouvé. Et je savais au fond de moi-même que il y a une base qui part du tout petit en fait, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit dans les premières années de vie. Et en fait mon métier d'infirmière m'a révélé quand même certaines failles qui existaient dans tout ce qu'on proposait à la personne de toute façon dans sa globalité. Plus de maladies cardiovasculaires, plus de personnes en réanimation, plus de maladies auto-immunes, que ce soit du diabète, que ce soit des problèmes le pancréas diabète, etc. Mais avec des obésités, des comorbidités qui sont complètement hallucinantes en fait. Et je me suis dit mais comment moi je peux agir à ma petite échelle pour que derrière en fait ces problèmes de santé publique puissent être finalement non pas solutionnés mais au moins aidés à la base. Et c'est l'allaitement
avec les difficultés que moi j'ai rencontrées, je me suis bien rendu compte que derrière il y avait un gros manquement justement à cette aide qui pouvait être apportée en fait aux jeunes parents. C'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. C'était vraiment et puis c'était un pari fou parce que être que spécialisé dans l'allaitement maternel alors que les taux en France n'étaient pas véritablement au rendez-vous, sachant que la France est l'un des pays où on allaite le moins longtemps, sur des taux d'allaitement qui sont pas vraiment extraordinaires, on peut le dire. Il y a d'autres pays en fait, alors je vais pas citer seulement les pays nordiques, mais il y a quand même d'autres pays où en fait l'allaitement c'est complètement naturel, c'est pas quelque chose où on a des injonctions, que ce soit des politiques ou de la famille, sur t'es sûr que t'as assez de lait, mais t'es sûr que c'est nourrissant, est-ce que t'es sûr que tu vas nourrir ton bébé et combien de temps? Mon Dieu, passer 6 mois, faut pas. Hein. Et encore, je dis 6 mois aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était 3 mois. Oui, donc tu as vraiment de ton expérience personnelle décidé de te renseigner, de te former. Et quelles ont été les premières indications qui t'ont le plus marqué dans tes connaissances? Le fait d'avoir envie d'allaiter et d'avoir autant de difficultés à utiliser un tire-lait au premier instant où en fait finalement j'ai eu des grosses difficultés avec mon enfant qui tenait au sein seulement pendant 3/4 d'heure, toutes les 2 heures, avec des rythmes qui s'étaient complètement faramineux. Je me suis dit mais c'est hallucinant quoi. Et même les phrases, les injonctions qui étaient derrière moi. Excuse-moi. Oui. Je crois que... Ouais, c'est vrai que toute cette période, il y a tellement de mamans qui subissent un petit peu cette période même dès la maternité, entre peser le bébé, subissent une pression quoi, et des fois se laissent même embarquer dans donner du lait. Ils ouvrent des petits, je sais plus, là, des marques de lait. Ils disent si on va devoir supplémenter. Et en fait, si on n'a pas déjà un peu des connaissances, qu'on ne se connaît pas soi-même, qu'on n'est un peu pas assez sûr de soi, on est très vite influencé. Hein. Oui, très influencé, que ce soit dans le... Alors, autant... hier, c'était vraiment que les PPNS, comme on les appelle dans le jargon... de la maternité en fait, c'est vrai que la prise de poids c'est quand même quelque chose de très stressant, alors qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites au niveau international qui montrent que du coup la prise de poids n'est pas si importante que ça et que derrière il faut prendre l'enfant dans sa globalité. Et puis ce que je trouve dommage encore à l'heure actuelle, c'est que on fasse pas confiance aux parents, qu'on fasse pas confiance aux mères, et quand elles veulent commencer à l'allaitement, certes il y a des petites choses à leur dire, mais de là à les dévaloriser dès le 3e jour en disant non madame il faut vraiment complémenter, il y a peut-être d'autres manières de faire. Et puis après ça sera pas seulement à la maternité, ça sera après, parce que souvent en fait elles sont très très entourées pendant la grossesse parce qu'il y a vraiment une forte médicalisation de la grossesse, de toute façon, forte médicalisation de l'accouchement, et puis derrière en fait quand elles retournent à la maison elles se retrouvent toutes seules. Donc du coup, si derrière on leur a dit mais de toute façon vous n'êtes pas compétente pour pouvoir allaiter, comment voulez-vous que derrière elles aient la confiance de pouvoir continuer l'allaitement? Pour ma part, en fait, ça a été un petit peu ça, en fait. C'était vraiment ce manque de confiance en moi à un moment donné où je me suis dit mais est-ce que je suis vraiment faite pour pouvoir allaiter? Et j'ai dit je fabrique du lait, il faut quand même que je le fasse. Et puis pour mon premier bébé, finalement j'ai fini, même avec des bouts de sein, etc. pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'en pouvais plus parce qu'il était trop souvent au sein. Et j'ai dit, il est hors de question que je sorte une boîte de lait, j'ai plein de lait. Donc du coup, il faut que je fasse quelque chose. J'ai spontanément demandé à ma sage-femme de pouvoir avoir un tire-lait. Et finalement, j'ai fini par un tire-allaitement pendant 6 mois. Ma sage-femme me regardait avec des yeux globuleux en me disant mais Dorothée, mais où est-ce que t'as vu ça, comment ça se fait que tu arrives à faire ça, tu te rends pas compte de l'énergie que tu mets, etc. alors que ce serait plus simple. J'ai dit non c'est bon, j'alimente mon bébé et je sais que je suis en train de lui donner de la santé en fait de par ce que je suis en train de lui donner, même si c'est pas au sein directement, au moins il reçoit du lait maternel et c'est ça qui est le plus important. Alors
au bout de 6 mois, en fait, j'ai repris le travail, j'étais fatiguée, du coup la baisse de lait s'est vraiment manifestée et du coup finalement j'ai arrêté l'allaitement. Et quand j'étais enceinte de mon deuxième, j'ai dit mais il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, il est hors de question que ça soit des biberons, c'est hors de question que je fasse ce travail aussi énorme que de devoir, en fait, finalement, devoir me lever, tirer mon lait, etc. Il fallait vraiment que j'allaite. C'était le tout pour le tout, quoi. Et j'ai roulé ma bille sur les forums de discussion. J'ai beaucoup entendu parler de l'allaitement, de ses bienfaits, de tout ce qu'il y avait dedans. Et c'est pas seulement le côté alimentaire, c'est vraiment l'allaitement. On peut parler de l'anatomie, de la physiologie, de la biochimie. On peut parler aussi de tout ce qui va être de la prévention. Je parlais des maladies auto-immunes, mais c'est de la prévention sur le diabète, sur l'obésité, sur toutes les maladies que l'on peut voir, maladies de peau, tout. Et du coup, je me suis dit, mais je peux pas rester sans rien faire, en fait. Il faut vraiment que je trouve quelque chose. Et du coup, il y avait le diplôme universitaire d'allaitement maternel, mais très compliqué de pouvoir rentrer. Il fallait déjà être dans des services, en fait, dans lesquels on fait déjà d'allaitement maternel. Du coup, en fait, je me suis tournée vers la certification IBCLC, qui est en fait une certification internationale qui est en fait valable sur tout le monde, en fait. Enfin, toutes les parties de la planète. En fait, grosso modo, je pourrais déménager et travailler en tant qu'IBCLC n'importe où je me trouve dans le monde. Et je trouve ça assez... quelque part, il y a un côté assez épatant de se dire ça. On se dit waouh, c'est trop génial. En fait, si un jour il arrive quoi que ce soit, au moins je sais que je peux travailler là-dedans. Bon, hormis ça, en fait, j'ai eu quand même un gros travail de préparation parce que derrière, en fait, l'IBCLC ne donne pas le diplôme comme ça, en fait. Et en France, notamment, on a quand même au moins 90 heures d'apport théorique à avoir, 1000 heures de soutien en allaitement maternel auprès des mères et une profession médicale au moins, à l'époque où moi je l'ai passé, c'était infirmière. Maintenant ils ont rabaissé un petit peu avec aide-soignante ou auxiliaire de périculture, sachant qu'ils doivent quand même compléter des modules sur les apports, en fait, au niveau de la psychologie. Parce que l'allaitement maternel, c'est pas seulement des apports théoriques en termes de médical, mais c'est aussi beaucoup de la relation d'aide, beaucoup de la discussion avec la maman, beaucoup, en fait, on va voir ce qui se passe dans votre allaitement et puis de réassurer vraiment. On parle maintenant aujourd'hui beaucoup d'empowerment, empowerment des parents, empowerment dans le médical, etc. Et ben c'est vraiment ça, c'est de redonner, en fait, le pouvoir aux mères, aux patients, aux personnes, en fait, qui nous entourent, de pouvoir finalement vraiment être acteurs de leur santé et de pouvoir aller vraiment au-delà de ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes, quoi. Ça me fait des frissons. Ouais, super. Et donc, du coup, comment ça se passe une consultation comment les gens te trouvent voilà, un petit peu tout ça. À l'heure actuelle, en fait, moi j'ai un site internet sur lequel, en fait, j'ai mis pas mal d'informations et puis on peut directement soit réserver sur le site internet ou soit actuellement passer par Doctolib. J'ai cette chance-là d'être dans le secteur paramédical, donc du coup de pouvoir passer, en fait, par cet agenda-là, et finalement c'est plutôt pas mal parce que pas mal de gens le connaissent. Et puis, en fait, je suis aussi membre de la COFAM, donc finalement on entend un petit peu parler de mode par ce biais-là. Je roule un petit peu ma bille aussi sur certaines associations, l'allaitement tout un art, j'échange aussi un petit peu avec L'Or Blanc. En fait, j'essaye, en fait, de donner un petit peu de mon temps quand je peux, en fait, auprès des jeunes parents. Et généralement c'est une prise de rendez-vous en direct, soit c'est quelqu'un, en fait, qui va me parler de moi, une sage-femme, un médecin qui me connaît et qui du coup va parler à la maman, ou soit spontanément les mères viennent me voir directement et elles prennent rendez-vous, et finalement la première fois on se voit pendant 1h30 à 2h, vraiment pour poser les choses, pour savoir ce qui s'est passé pendant la grossesse, ce qui s'est passé pendant l'accouchement,
parce que ça aussi c'est très important, et puis voir un peu ce qui s'est passé dans les premiers jours. Et on va essayer pour X raisons, elle vient me voir, hein, c'est un problème de prise de poids, un problème d'allaitement, un problème de position, un problème de j'ai pas confiance en moi aussi, ça arrive aussi. Après, plus tard, c'est comment je vais faire pour reprendre le travail, qu'est-ce que c'est la diversification, et est-ce que je vais pouvoir continuer à allaiter vraiment bien au-delà de ce que j'ai prévu. Enfin, c'est plein de petites questions comme ça où les mères viennent me voir, certes pour une question, mais finalement on brosse tellement de sujets différents sur 1h30, 2 heures. Parfois même, en fait, je suis obligée d'échanger avec elle encore en plus par mail ou par SMS parce qu'elle se pose encore des questions. Voilà. Et du coup, au-delà des questions d'allaitement, bon, tu disais, c'est une approche très globale. Il y a aussi tout ce qui est portage, des choses comme ça. Ouais, quand on parle d'allaitement, on parle forcément de maternage proximal avec l'enfant, donc forcément c'est un échange avec la maman sur qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je peux allaiter en portant, ou ne serait-ce qu'avec le portage tout simplement, parce que c'est important que le bébé soit toujours à proximité de la maman. On est dans des croyances populaires où l'enfant, en fait, étant donné qu'il est détaché de la mère, il est capable d'être dans sa chambre et puis basta. Non. Un enfant, en fait, il a besoin d'être porté, il a besoin d'être levé. Plus on va s'occuper de lui, en fait, plus il va être, comme on dit dans le jargon sociologique, en fait, c'est vraiment un bébé qui va être sécure et qui du coup aura toutes les billes pour être rassuré et de pouvoir à un moment donné se libérer de sa maman, pouvoir découvrir le monde. Et plus en fait on est très sécure avec son enfant, et plus en fait l'enfant découvrira le monde encore plus que d'autres. Ouais. Et ça, moi j'avais beaucoup écouté Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa, et c'est vrai que j'ai eu cette chance de connaître ça dès que ma fille est née, et j'ai forcément eu, tout a changé. On peut plus se comporter de la même façon sur les besoins du bébé, sur les émotions de l'enfant, et ça je trouve que c'est vraiment capital, et ça devrait passer au journal tous les soirs. Et effectivement, un enfant, il y a cette croyance que et là il a 3 jours, là il a 3 mois, c'est bon, il faut pouvoir... Alors qu'en fait, non, le cerveau de l'enfant sera mature qu'à 25 ans. Alors déjà, on a le temps. Et effectivement, plus on lui donne, plus on répond à ses besoins, plus on le materne, plus ça fera un adulte confiant. Et aujourd'hui, le monde a besoin de personnes rassurées, confiantes, qui ne sont pas dans des trop grosses névroses, qui ne sont pas dans des trop grosses peurs. Et ça va faire le monde de demain, quoi. Donc là, ton métier permet de donner des bases à des individus qui seront nos futurs peut-être leaders. On espère que les leaders seront vraiment finalement enclins à ça, et que du coup en fait ils auront eu toute la sécurité de base avec la sécurité maternelle, paternelle, et puis derrière en fait qu'ils aient les bases aussi, tant au niveau de nutrition aussi, parce que là on est en train de faire, il y a quand même des études qui ont été menées de par l'OMS. Là en fait on est en train de parler d'un nouveau métier, mais finalement il y a quand même plein de sources scientifiques qui prouvent que derrière, alors je parle de l'allaitement de base parce que c'est l'alimentation allaitement qui est la base de l'humain. On estime que en fait l'allaitement maternel qui soit prolongé pourrait faire gagner en fait au moins 800 000 vies par année en plus. Ça veut dire que derrière, en fait, on pourrait limiter en fait les dégâts en termes de morts prématurées, de maladies prématurées de l'enfant, etc. C'est juste extraordinaire. Et là, quand on sait ça, on peut pas rester sans rien faire. C'est pas possible en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que moi je me suis lancée là-dedans, que je me suis dit, moi, en tant qu'infirmière, j'étais impuissante. Je pouvais faire que de l'éducation thérapeutique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire de la prévention. Et c'est une base préventive, en fait, de l'humain. Et alors là, on parlait du portage, on parlait du maternage, etc. Donc, il n'y a pas que le portage, il y a le portage, il y a le massage. Et puis, finalement, ce qui est intéressant dans mon diplôme IBCLC, c'est qu'en fait, je suis obligée de recertifier tous les 5 ans.
Mon diplôme, il faut que je le repasse tous les 5 ans. Et du coup, en fait, je suis obligée de faire des formations, de continuellement faire des formations. Et j'ai croisé, par mon chemin intermédiaire, une femme quand même extraordinaire que j'apprécie et que je trouve vraiment... Enfin, c'est la mama de l'allaitement. C'est Suzanne Colson qui a beaucoup parlé de la biological nurturing. Je sais pas si tu connais. En fait, elle a pris toutes les sources scientifiques et elle a balayé d'un revers de médaille en fait toutes les positions qu'on pouvait apprendre à la maman, tout ce qu'on pouvait injecter en fait dans l'allaitement depuis des décennies et qui finalement sont pas forcément des sources toujours très sûres en fait. Et en fait elle s'est vraiment basée sur ce qui était vraiment prouvé scientifiquement. Elle a beaucoup travaillé avec Michel Audin qui est en fait beaucoup dans la naissance respectée, qui a été l'un des piliers en fait des doulas au niveau international aussi. Et on peut dire que Suzanne en fait c'est vraiment le pilier en fait dans l'allaitement maternel. Et elle s'est penchée sur une chose dans l'allaitement maternel que beaucoup de scientifiques ne se sont pas du tout penchés, c'est tout le côté des réflexes archaïques. Alors j'ai eu la chance d'être en formation avec Suzanne et en plus d'être en formation avec Paul Landon et Ludivine Baudry qui en fait qui sont actuellement les piliers de l'intégration motrice primordiale qui est en fait une formation sur les réflexes archaïques en fait en globalité et qui s'appuie en fait sur différentes spécialités des réflexes archaïques et sur différentes recherches qui ont été faites de par le monde. Mazgutova, il y a eu Brandon O'Hara qui est en fait chanteur et qui a fait beaucoup de chansons aussi sur le côté réflexe archaïque sur on va faire des chansons et puis on va utiliser les balles et tout pour pouvoir en fait travailler les réflexes des enfants et c'est juste extraordinaire parce qu'en fait Paul a roulé sa bille un peu partout dans le monde et il a vraiment mis quelque chose dans sa globalité là-dedans. Il faisait de l'éducation kinesthésique, maintenant c'est vraiment IMP et en fait il a mis de l'éducation kinesthésique, du RMT, du RMTI, en fait bon plein de petites branches en fait de réflexes de façon différente. Alors je pense que moi et d'autres personnes, on aimerait savoir la base de la base, qu'est-ce que sont les réflexes archaïques, qu'est-ce qu'une séance qui travaille les réflexes archaïques, quels sont les motifs de consultation pour ça? Alors le réflexe archaïque c'est un mouvement qui est involontaire, qui est fait en fait soit de par comment je pourrais dire Stimuli. Un stimuli, voilà. Endogène ou exogène, en fait. Endogène qui vient de l'intérieur ou exogène qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, si je touche, en fait, une partie de ton corps, peut-être que tu vas pouvoir réagir. Et chez les bébés, en fait, dès qu'il y a un stimuli quelconque, en fait, ils réagissent beaucoup plus fort. C'est les mouvements qu'on voit, en fait, chez l'enfant, comme le réflexe de Moro, le réflexe de grasping. Parfois, on met son doigt là, et puis... Enfin, parfois, tout le temps, en fait, finalement, on met son doigt là, et il serre très, très fort. On se dit, waouh, la force qu'il a. Non, c'est un réflexe archaïque. Il y a plein de réflexes qui se situent au niveau de la bouche, de la tête, etc. Et en fait, ces réflexes-là, c'est la base de notre psychomotricité. C'est les mouvements qui vont permettre au fœtus de pouvoir en fait se développer dans le ventre de la mère. C'est les mouvements qui vont lui permettre en fait de pouvoir se mettre sur le dos, sur le ventre, etc. etc. Pardon. Ah ouais, donc on comprend que ça va être la base de tout le développement moteur et donc psychomoteur, affectif. Oui, parce que les réflexes en fait sont vraiment de la base. En fait, on pourrait mettre 3 petits ronds en fait et qui se réunissent en un sur le côté physique, sur le côté psychique et sur le côté émotionnel. Et en fait, on connaît la psychomote. Les psychomotes en fait ils travaillent en fait finalement sur les enfants, sur ce qui va se passer en fait chez eux quand ils vont se développer. Souvent on les voit intervenir en crèche, etc. Mais en fait la base de la psychomotricité c'est aussi tout ce qui est des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques grosso modo en fait ils naissent. Ils vont se travailler au fur et à mesure par des mouvements complètement involontaires que l'enfant va faire, etc. Et ils sont voués à ce qu'on appelle être intégrés. C'est-à-dire que le réflexe va finalement ne plus apparaître.
Par contre, ça veut pas dire qu'il est désagrégé, qu'il ne va plus être présent. Ça veut dire que le réflexe va pouvoir être là si jamais il y a le moindre souci. Une maladie, un stress, un choc, etc. Pour n'importe quelle situation, en fait, il peut réapparaître. Un accident de voiture, par exemple, on a vu les attentats, ou même une situation de stress lambda, en fait, où derrière, vous savez, le stress émotionnel de l'enfant, oui, t'es trop nul, oui, tu vas pas y arriver, comme à l'école, en fait, souvent, qu'il y a une grosse injonction qui est faite parce que l'enfant doit rester assis, pas bouger, alors que finalement, notre corps, en fait, il est là pour apprendre en bougeant. En s'exprimant, en essayant de vraiment bouger au fur et à mesure du temps, quoi. Et c'est juste incroyable de se dire que on entrave les gens, et même le simple fait que l'adulte soit toujours obligé de rester derrière un ordinateur assis et pas bouger, ben c'est pareil, ça peut entraîner des petits soucis. Alors c'est pas des maladies trop graves, sauf si en fait ils mangent comme 4 et que finalement c'est sûr que le McDo c'est pas tout c'est pas tout ça, mais on appelle ça l'amnésie sensorimotrice. Grosso modo, le corps, il oublie en fait ce que c'est que de bouger. Et du coup, en fait, l'amnésie sensorimotrice peut faire réémerger aussi certains réflexes archaïques. Et du coup, on peut se sentir mal dans sa peau. On peut se dire, bah oui, mais moi j'ai un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est. En fait, au niveau médical, tout va bien. Mais en fait, il y a un truc qui va pas. J'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à faire certains mouvements, j'arrive même pas à m'abaisser pour pouvoir lier mes chaussures, par exemple. Quand il y a une amnésie sensorimotrice, en fait, grosso modo, toutes les chaînes du dos en fait, sont complètement contractées et du coup, bah, la personne aura beau essayer de le faire, elle n'y arrivera pas. Il faudra qu'elle trouve des stratégies. C'est quand même dommage, alors qu'on a un cœur qui est normal, qu'on n'est pas en état de grossesse ou d'obésité, de ne pas pouvoir lier ses chaussures, par exemple. Ou de ne pas pouvoir faire un coup droit, enfin je vais parler de n'importe quelle personne, mais un coup droit au golf par exemple, ou au tennis, alors qu'on voudrait faire du sport et tout, on n'y arrive pas, c'est dommage. Et du coup, quand on fait une séance de consultation autour des réflexes archaïques, la personne donc prend rendez-vous, on va faire un petit peu check-up de ce qui se passe dans sa vie, mais vraiment très très rapide parce qu'on n'est pas là pour parler des problèmes. On est vraiment là pour parler de ce qui va bien. Et on va essayer de lui trouver un objectif. La personne trouve un objectif qui va vraiment être positif, enthousiasmant, qui va lui permettre en fait vraiment d'être dans quelque chose de progressif et qui va vraiment lui plaire. Et lorsqu'on l'a trouvé, on va faire une série de tests pour savoir en fait si elle a toujours des réflexes qui sont présents. Et on teste le moro, on teste le grasping et on teste toute une série d'autres réflexes. Si je devais te dire tous les mots, en fait, je dirais presque des gros mots. Je suis sûre que vous avez jamais entendu parler du réflexe tonique labyrinthique, le réflexe tonique asymétrique du cou. Et quand je dis ça, les gens me regardent, mais qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, j'aime bien parler du réflexe tonique asymétrique du cou parce qu'en fait, chez l'enfant, quand il va le travailler, grosso modo, quand la tête elle tourne, le bras et la jambe du même côté en fait tournent en même temps en fait. Et c'est quand même un sacré problème parce que soit c'est ça, soit il tourne la tête de l'autre côté et en fait il va étendre les bras de l'autre côté. Et pour un jeune qui est à l'école et qui tourne la tête parce que le copain il a fait ça comme ça à l'épaule, bam, il peut se retrouver à bouger sur sa chaise et le prof il va dire non, arrête de bouger et tout. Oui, mais non, je fais pas exprès en fait. Ou le coup droit ou le revers qui pose problème, ou n'importe quelle situation qui derrière peut vraiment être problématique chez la personne parce qu'elle a envie d'aller plus loin dans son sport, dans son quotidien et tout. Une fois qu'on a testé ça, en fait, en grosso modo, on va faire des petits mouvements qui vont être soit dans le prolongement du schéma corporel et après dans l'inverse pour pouvoir vraiment contrôler en fait le mouvement. Grosso modo, l'intégration se fait quand en fait la conscience reprend le pas sur le mouvement en fait involontaire. Donc grosso modo, on va travailler avec la conscience de la personne en disant voilà, il faut que tu ailles dans tel mouvement, en fait il faut que tu ailles dans ton schème
dans ton schéma corporel et après on va aller dans l'inverse de ton schéma corporel pour un petit peu squeezer un peu ce qui est en train de se passer et on voit après, on fait un bilan de ce qui s'est passé pendant la séance. Et généralement, quand il y a vraiment un réflexe qui était vraiment non intégré, on a des résultats qui sont vraiment détonnants, quoi. Et une personne qui va se sentir beaucoup mieux dans sa peau parce qu'il y a des choses qui vont émerger. Moi qui suis une ancienne dyslexique, je le suis toujours un peu, je fais beaucoup attention, mais c'est juste incroyable de se dire que en fait en ayant travaillé moi-même mes réflexes, j'ai en fait boosté mes capacités émotionnelles, mes capacités cérébrales, etc. Avant j'étais quelqu'un de complètement introverti et tout, et là en fait je suis devenue quelqu'un qui est vraiment plus épanoui, qui est plus sûr de soi, qui arrive à se corriger, qui arrive à écrire des choses que enfin avant c'était même pas la peine, j'écrivais une page, c'était bourré de fautes. Maintenant c'est plus comme ça. Ah oui, donc c'est aussi très intéressant pour tous les enfants. On connaît de plus en plus tous les 10, dysgraphie, dysorthographie, dyslexie, dyspraxie. J'imagine c'est encore plus flagrant peut-être les bienfaits pour ces personnes-là. Ah mais complètement, parce qu'en fait finalement ces personnes-là souvent elles sont étiquetées. Moi je suis partie des personnes qui ont fait de l'orthophonie pendant je ne sais combien d'années, de la petite enfance jusqu'au lycée, hein. Et en fait il y a des choses, j'y arrivais pas en fait, Et tout à l'heure tu disais que le cerveau en fait se développe jusqu'à 25 ans. J'irais même plus que le cerveau en fait se développe jusqu'à 25 ans, mais en fait il finit jamais de se développer parce qu'on développe des capacités au fur et à mesure du temps. Et t'as eu des bébés et tu sais que en fait l'état de grossesse nous donne aussi ça nous met en émoi. C'est aussi pour ça que je suis certainement devenue ce que je suis aussi à cause de ça, parce que finalement il y a plein de choses sur lesquelles j'ai réfléchi et tout, et finalement qui m'ont donné envie d'y aller et de foncer. Mais le fait de pouvoir apprendre et sur l'allaitement et sur les réflexes archaïques et puis sur plein d'autres choses, parce que finalement étant donné que je suis obligée de me former, je fais plein aussi de formations annexes, dont la nutrition, dont les troubles de l'oralité, etc. Et c'est passionnant. Ouais. Non, mais les troubles de l'oralité, c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'avais découvert il n'y a pas si longtemps, mais c'est énorme, quoi. Si les personnes, renseignez-vous sur tout ce qui est troubles de l'oralité, parce qu'il y a peut-être des fois, votre enfant, vous dites qu'est-ce qui se passe, et ça peut se régler, hein. C'est quand l'enfant il a du mal des fois même à manger, ou il peut pas supporter les morceaux. Ah oui. Tu peux nous en dire plus? Là, en fait, je dirais que j'ai pas encore totalement l'expertise. Mais par contre, en fait, de travailler avec les parents sur ce qui est au niveau de la diversification, et de pas se dire que derrière le médecin, quand il dit ok c'est feu vert pour pouvoir donner l'alimentation, non, il y a quand même certaines choses en fait à regarder auprès de l'enfant. En termes de préparation, est-ce que l'enfant il est prêt déjà à être diversifié, à avoir une alimentation qui soit différente que du lait, que ce soit du lait maternel ou que ce soit du lait en biberon. Et puis derrière, est-ce que l'enfant peut pas manger aussi des morceaux? Oui, parce qu'on pense toujours à la compote, à la compotée, mais derrière on sait que l'enfant est capable de manger des morceaux. Alors ce sera pas le Je crois que c'est pénible. Hein. Ah oui. L'enfant, en fait, il est capable de mettre des choses dans sa bouche et de pouvoir en fait passer la langue de droite et de gauche pour pouvoir vraiment en fait passer le bol alimentaire dans sa bouche. Mais pour ça, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il ait l'âge de pouvoir le faire en fait. Déjà de pouvoir se tenir droit, de pouvoir en fait se tenir à table aussi avec ses parents, de pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer et qu'est-ce que papa, maman vont manger? Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'alimentation en fait? Et derrière, ne pas faire du forcing. C'est-à-dire qu'on est là, enfin on veut alimenter un bébé, mais un bébé il est capable de dire quand est-ce qu'il veut et quand est-ce qu'il veut pas être alimenté. Et souvent quand on fait du forcing en plus, en fait ça fait que des dégâts, parce que l'enfant après derrière il va se former complètement.
Et après, il y a toute la découverte des goûts et des saveurs. Et il n'y a pas que les petits pots qui sont préparés par les industriels. Je conçois qu'on puisse en avoir besoin de façon ponctuelle, mais de là à faire ça, l'alimentation exclusive de l'enfant, là je fais réfléchir les parents. Vous pensez pas que c'est pas plus intéressant de faire manger l'enfant des aliments qui finalement sont préparés maison, avec une bonne préparation, avec des légumes cuits à la vapeur, etc. Et tout ça, en fait, je l'indique aussi aux parents. Après, tout ce qui va être éducation de l'oralité, etc., ben moi, je travaille aussi en pluridisciplinarité, en ayant finalement des personnes qui vont être derrière des personnes ressources, que ce soit des orthophonistes, que ce soit des ORL, que ce soit des ostéopathes, enfin, plein de personnes différentes qui vont permettre aussi de voir un peu s'il n'y a pas des problèmes derrière. Au niveau moteur, que ce soit ici, que ce soit aussi sur le restant du corps, parce que si on n'arrive pas à se tenir droit, si on n'arrive pas à mâcher correctement, s'il y a des blocages au niveau ostéopathique, même surtout au niveau de la nuque aussi, parce que derrière il y a des paires de nerfs qui sont aussi responsables de tout ce qui va se passer au niveau ORL. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que je donne aux parents en fait en connaissance, et que derrière en fait il y a des solutions qui existent sur ces troubles qui peuvent apparaître. Et puis si on part aussi sur les réflexes archaïques, c'est pareil en fait. S'il y a des réflexes qui sont pas totalement intégrés, que le bébé garde ce réflexe de succion pendant je ne sais pas combien de temps, et qu'il n'apprend pas en fait à mâchouiller, etc., là c'est pareil, il y a peut-être des choses à voir aussi au niveau ORL. Et on va faire la base du mouvement, et après on enverra en fait vers une personne qui sera plus spécialisée pour pouvoir en parler aussi. Oui, c'est vraiment passionnant tout ça, et là justement il y a quelque chose, ça pourrait être inquiétant avec les développements de règles sanitaires actuelles. On sait que l'enfant il découvre vraiment par la bouche, en mettant à la bouche les objets, enfin il découvre le corps et son corps et le monde comme ça. Est-ce que là il faut être vigilant de ne pas empêcher l'enfant de mettre à la bouche? La phase dite orale de l'enfant est quand même très très importante. La chance que l'on a, c'est que heureusement les petits sont pas obligés de porter un masque, etc. Au fur et à mesure du temps. Il n'y a que l'adulte. C'est surtout cette vision de l'adulte qui est un petit peu biaisée pour l'enfant, et qui commence à porter des problématiques. J'en ai discuté avec des orthophonistes, et ils me disent il y a quand même des choses qui commencent à apparaître. Après, quand c'est dans le milieu familial, moi je dis toujours aux parents, essayez d'être logique, essayez d'être bien avec votre enfant en disant on n'a pas le masque, on peut partager un moment de repas ensemble, et on le fait en fait, on prépare à manger à la maison, on essaie de faire découvrir des saveurs différentes, on sort de sa zone de confort et de pas toujours donner les mêmes choses à son enfant, et puis derrière on le laisse explorer aussi, vraiment, c'est important, parce que derrière, quand on parle des réflexes archaïques, il y a des réflexes archaïques qui sont liés à ça. Ne serait-ce que de prendre l'alimentation et d'apporter à la bouche, c'est le réflexe pomme-main de Bamquin, en fait. Tout ça, c'est important. Alors que s'il n'y a que l'objet transitionnel, fourchette ou petite cuillère, en fait, l'enfant, il va lui manquer un truc. Mais il va porter peut-être à la bouche peut-être plus régulièrement. Comment on explique qu'il y a certaines personnes qui sont obligées de mâcher continuellement? Je pense au chewing-gum tout le temps, avec des mâchoires qui sont tout le temps en sollicitation. Ou que l'adulte, en fait, il est pas capable, à l'opposé, de pouvoir mâcher des choses qui sont solides. Donc du coup, il est obligé de prendre des choses qui sont plus molles. C'est des questions que je me pose. Alors c'est pas, je suis pas du tout en train de mettre des étiquettes et de me dire ok, il y a ça donc, comme problème, donc du coup on va là. Non, en fait, il faut vraiment essayer de prendre la personne dans sa globalité et de voir un petit peu ce qui s'est passé en fait, que ce soit dans l'enfance et ce qui se passe dans l'actualité. Est-ce qu'il y a des soucis particuliers, aussi émotionnels? On peut se poser la question, parce que ça aussi, c'est aussi un critère à prendre en compte là-dedans en fait. Oui, bien sûr. C'est passionnant. C'est vrai que c'est
des petites choses qui paraissent anodines, hein, laisser l'enfant mettre à la bouche, à piocher. C'est vrai que finalement, si on observe les sociétés non occidentales, où les repas sont partagés, l'enfant il est dans les bras, il va venir à un moment donné spontanément choper le bout de quelque chose à manger, et ça se fait en fait tellement naturellement dans d'autres sociétés, et c'est vrai que dans nos sociétés qui ont plein de qualités, mais on a tellement coupé l'enfant de sa maman, on s'est tellement coupé des bases fondamentales du vivant que effectivement, alors on donne du lait en poudre, on donne des petits pots, alors que ça pourrait être bien plus simple et pour tout le monde, et c'est là que se développent tellement de choses importantes. Donc on a encore à s'inspirer des peuples racines, des peuples premiers. Et est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? En s'inspirant des peuples, j'allais dire autochtones ou autres en fait. Il n'y a pas que ça en fait. Quand on parle du portage par exemple, il y avait encore quelques années, il y avait beaucoup ces croyances populaires qu'en fait on imitait les peuples d'Afrique, etc. Mais en fait non, il y a quand même des bases scientifiques qui sont prouvées là maintenant, à l'heure actuelle, que tout ce que finalement il se passe dans d'autres pays peuvent être aussi des bases essentielles à l'humain. Et du coup, je pense que c'est plutôt intéressant à l'heure actuelle de se poser et de vraiment réfléchir à ce qu'il se passe dans le monde, à l'évolution scientifique qui se passe, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de mouvement, que ce soit en termes même de sport, des actions de tous les jours en fait, parce que on n'est pas ancré, figé dans un idéal, on n'est pas des personnes qui finalement sont ok. Alors, un truc qui me vient là maintenant, c'est toutes les étiquettes qu'on va dire. On va dire de toute façon, t'es né comme ça, ton père était pareil. En fait, finalement, si t'as une inversion au niveau alimentaire, ou si t'arrives pas à faire du sport, ou si c'est parce que t'es gros, etc., c'est parce que c'est génétique. Il y a une part de génétique, certainement, mais il y a aussi une part derrière de connaissances qu'on doit avoir sur le fait de devoir bouger, de pouvoir manger équilibré, manger des choses qui sont vraiment saines pour le corps et qui sont pas forcément faites que par les industriels. C'est finalement, enfin, je parle beaucoup d'alimentation parce que forcément l'allaitement maternel ça en fait partie, que derrière en fait finalement l'alimentation, je veux aussi en parler pour les jeunes. Enfin, il y a des choses qui sont quand même dramatiques, le fait d'avoir des bonbons à n'en plus finir, que le petit déjeuner par exemple de base avec désolé pour certains qui travaillent dans les produits laitiers, mais le lait à foison, le gluten en foison, etc. Alors il n'y a pas que des allergies, mais en fait on va avoir des problèmes de santé lorsqu'on va être en contact avec un aliment ou avec quelque chose que normalement on ne devrait pas avoir dans son alimentation tout le temps, de façon quotidienne, répétée, et qui nous gâche en fait la santé en fait. Ouais. Voilà. Donc en fait moi mon credo en fait c'est de pouvoir avoir finalement quand j'ai des gens en consultation, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit pour les réflexes archaïques, c'est vraiment de pouvoir parler et de discuter de tout ça, de pouvoir vraiment démystifier certaines croyances, de certaines idées préconçues que l'on peut avoir, et vraiment balayer d'un revers de médaille et de vraiment réassurer les gens qui soient capables aussi de se rendre compte que derrière ils ont les capacités de mieux se nourrir, de pouvoir mieux bouger, de pouvoir vraiment être conscients de leur corps, de ce qui va se passer en eux, et de pouvoir finalement vraiment profiter de la vie pleinement quoi. Ouais, c'est super. Je pense que actuellement en plus c'est vraiment important de retrouver les bases du vivant, et quelque part t'es une gardienne aussi du vivant, de réinstaurer les choses évidentes qu'on perd et qui permettent en fait naturellement d'être épanoui, d'être un humain avec un grand H. Et il y a des choses à faire, et c'est super quoi. Merci beaucoup.
Merci à toi, Guenelle. Et voilà, du coup, là, on est à l'espace santé globale où intervient Dorothée Béthune. Vous pouvez retrouver le site internet, je le mettrai en commentaire, le site internet de Dorothée. Ici, on essaye d'avoir une approche pour l'humain dans toutes ses composantes. Donc, il y a la psychologie, la sophrologie, l'hypnose, la chrononutrition, le massage, l'ostéopathie. Voilà, donc pour essayer de participer au bien-être de chaque être humain dans sa totalité. On vous dit à très bientôt sur Gwem TV. Passez une bonne journée.